Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Luc Baudin, qui, suite à la sortie cet été de son livre La Révolution de l'amour aux éditions Guy Daniel, va vous parler de l'importance de l'amour dans notre monde actuel. Alors, si vous ne connaissez pas encore le docteur Luc Baudin, je vais vous le présenter brièvement. Il est ancien médecin et diplômé en cancérologie clinique. Il est spécialiste en médecine naturelle, spirituelle et énergétique. Il est également conseiller scientifique et auteur de très nombreux ouvrages. Alors, bonjour Luc. Bonjour Alex et puis bonjour à tous les spectateurs. Je suis heureux de partager et que vous veniez écouter mon message parce que je pense que pour moi c'est un élément extrêmement important. Comme vous... Voilà, d'autant plus vu la période que nous traversons depuis plusieurs mois, ce thème me semble très fort et très important. Alors, pourrais-tu tout simplement, hein, je vais te laisser la parole, nous parler de ta vision de l'amour, de l'importance de l'amour et qu'entends-tu par là, euh, à tous les points de vue, voilà, pour nous aider au quotidien. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce livre, je l'ai écrit bien avant le début de l'épidémie de Covid. On ne parlait même pas du Covid à ce moment-là. Et pour moi, je m'étais souvent posé la question, c'est comment imaginer l'avenir, comment voir l'avenir, comment voir le monde du futur. Et donc, je l'ai écrit et le fait est qu'il devait sortir, ce livre devait sortir en plein premier confinement. Et puis évidemment, comme vous le savez, à cause du confinement, les éditions, les imprimeries, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Donc il est sorti après le confinement, mais ça en fait, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'actualité en fait un livre de premier plan, en ce sens qu'il est extrêmement important, surtout avec les expériences qu'on a eues du premier, du deuxième confinement et de l'avenir qui est plein de points d'interrogation. Et puis, euh, pour revenir à ta question, Alex, c'est qu'en fait, moi, je travaille beaucoup dans les énergies et je fais des formations, des soins, des choses comme ça en énergie, mais je me suis aperçu une des forces ou la force la plus importante qu'on puisse avoir en tant qu'individu et dans l'univers, c'est la force de l'amour. Avec la force de l'amour, avec cette énergie de l'amour, on peut vraiment arriver à faire des choses extraordinaires, aussi bien au niveau des soins, pour aider les autres, sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan des maladies. C'est vraiment l'énergie curatrice. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu de plus près. Et je me suis aperçu qu'en fait, évidemment, nous avons le cerveau qui est extrêmement important, qui est la commande. Oui, c'est ce qu'on m'a appris, la commande. La commande, c'est lui le numéro un. Et puis, vous savez il y a quelques années est apparu des livres qui disaient l'intestin, le deuxième cerveau. Voilà. Et moi, je dirais aujourd'hui, c'est plutôt le cœur, qui n'est même pas le deuxième, c'est plutôt le premier cerveau. Le premier cerveau. Je le dirais même avant le cerveau neurologique que l'on connaît, parce qu'en fait, quand on reçoit des informations, quand on vit notre vie quotidienne, c'est notre cœur qui reçoit la première chose et qui reçoit les premières informations. C'est lui qui traite la première information. C'est lui qui travaille avec l'instinct, avec l'intuition, avec le ressenti. Et aussitôt, il va nous dire si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est douloureux, si c'est difficile à vivre, etc. Et lui va informer le cerveau et non pas l'inverse comme on pensait que c'était le cerveau qui allait informer le cœur. Et donc on s'est aperçu que c'était le cœur qui ressentait en premier et qui informait le cerveau. Et en informant le cerveau, lui, va prendre l'information du cœur et va la raisonner, va la regarder avec sa raison, va la regarder, va la logique, regarder, l'analyser. Mais la première information vient toujours de cette intuition et de ce cœur. Le cœur est vraiment extrêmement important et on s'est même aperçu que le champ magnétique émergeait, parce que vous savez que chaque cellule, chaque organe produit un champ électromagnétique qui est extrêmement important et d'ailleurs ce sera certainement une grande médecine d'avenir que d'utiliser ces champs
électromagnétiques pour soigner les personnes, mais ça c'est un autre sujet. Ces champs électromagnétiques en particulier, on peut les mesurer. On mesure les champs électriques facilement, on les connaît avec l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme, l'électromyogramme qu'on fait sur les muscles, etc. Donc ça, c'est le champ électrique. Mais on a la même chose avec des champs magnétiques. C'est moins connu, mais c'est la même chose. Et on s'est aperçu que le champ magnétique du cœur était 1000 fois plus important que le champ magnétique au niveau du cerveau. C'est faramineux. Et c'est pour ça que ce champ magnétique irradie autour de nous, inonde quelque part tout notre environnement, tous les proches, etc. Et donc, nous pouvons utiliser cette énergie du cœur pour justement envoyer ça dans notre environnement pour transformer cet environnement d'une manière positive. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et à cela s'ajoute un deuxième facteur qui est important aussi et qui est mal connu, alors que c'est un élément essentiel de l'époque qu'on est en train de traverser, c'est qu'en fait, le champ magnétique, le niveau vibratoire de la Terre monte, s'élève d'une manière exponentielle. C'est faramineux ce qui se passe depuis les années 90, par exemple. Moi, je le suis depuis ce moment-là. On peut le retrouver sur les sites de la résonance de Schumann, qui nous donnent déjà un petit peu l'écho, les petit peu le semblable de ce champ magnétique. Et ce champ magnétique s'élève. Il faut bien comprendre que ce champ magnétique, il s'élève pourquoi ? Il s'élève pourquoi ? Il y a deux raisons. La raison numéro un, c'est que, évidemment, notre Terre, comme notre système solaire, comme quelque part toute la zone de la galaxie qui entoure ce système solaire, se balade dans la galaxie et dans l'univers. Et on traverserait une zone super importante au niveau énergétique. Et donc, on serait beaucoup plus bombardé au niveau champ photonique, etc. Et donc, ça, ce serait le premier point. Le deuxième point ferait qu'on a une baisse du niveau du champ magnétique terrestre. On le sait depuis qu'on est capable de l'analyser depuis 2 siècles maintenant, presque. Et donc, ça baisse de 5% tous les siècles. Donc, ça ferait 10% déjà en 2 siècles. Donc, ça veut, champ magnétique qui baisse, ça veut dire que les énergies de l'univers rentrent plus facilement. Donc, on comprend déjà énergie plus importante à l'extérieur, moins de protection au niveau de la Terre fait que les énergies sont beaucoup plus importantes au niveau de la Terre, et ce qui contribuerait à faire monter le niveau vibratoire de la Terre et de notre système solaire d'une manière générale. Donc ça, c'est important parce que ça va avoir des répercussions évidemment sur les individus. La première répercussion, c'est que ça fait monter au fur et à mesure notre conscience, notre état de conscience, notre état d'esprit. Et ça, on n'y prête pas garde, mais pourtant, c'est quelque chose d'extraordinairement important. On explique ça par des tas d'autres choses, mais vous savez, regardez un petit peu aujourd'hui, nous avons une conscience planétaire. Et ça, c'est grâce, bien sûr, les outils qui sont pour ça, c'est tout Internet avec tous les distributeurs de Facebook, de YouTube, etc., qui est de Google et qui nous apportent tout ça. Mais ça n'empêche que ce sont des outils. Ce ne sont pas ça qui ont fait. C'est parce que si ces outils avaient été là au Moyen-Âge, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de personnes qui auraient été capables de les utiliser. Nous, on a une conscience qui s'est développée. On est passé de l'échelon, je dirais, du village à l'échelon de la région, à la région du pays, du région du continent. Et là, on est dans une région de la planète et bientôt de la vision interplanétaire avec la Lune, Mars, etc. Et donc, notre conscience évolue. Et la puissance de notre esprit monte. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette société, dans ce monde, on est dans un monde de dualité. Dualité, ça veut dire qu'il y a le yin, le yang, le jour et la nuit, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si d'un côté ça monte avec la conscience qui s'élève, de l'autre côté ça baisse.
Et là, on voit bien tout ce qui se passe au niveau de notre société, de conflits, de batailles, de distensions. Tout est fait pour nous séparer en tant qu'individus. On monte les hommes contre les femmes, on monte les générations les unes contre les autres, on monte les religions les unes contre les autres, les races les unes contre les autres, etc. Alors que nous sommes faits que du même moule, nous sommes tous ensemble. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on est tiré vers le haut et de l'autre côté, on est tiré vers le bas. Et ce qui fait qu'on est dans un mal-être aujourd'hui. Et donc, les événements que nous vivons aujourd'hui, je parle des événements avec le Covid, mais si vous analysez aussi un petit peu la situation mondiale, vous vous apercevez qu'il se passe au niveau du monde des choses extrêmement importantes qui sont passées un petit peu au deuxième rang par rapport à cette histoire du Covid. Donc il y a des tensions, des distensions, des associations, des mouvements de troupes, des guerres, des révolutions, des choses comme ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une situation avec le réchauffement planétaire, avec les changements climatiques, avec les cataclysmes, nous sommes dans une situation où soit nous suivons le mouvement, je dirais qu'on fait confiance. On fait confiance un petit peu aux gouvernants et puis on se dit oui, on accepte tout ce qu'ils nous disent et tout en sachant que malheureusement, c'est mon opinion, mais malheureusement, les intérêts qu'ils défendent ne sont pas forcément les nôtres. Et de l'autre côté, il y a les révolutionnaires. Et donc, dès qu'on n'est plus d'accord avec le gouvernement aujourd'hui ou les réformes gouvernementales, on est tout de suite catalogué complotiste. Mais on peut être complotiste, on peut être opposé sans forcément être complotiste. Le complot est une autre chose, mais on peut ne pas être d'accord avec certaines lois qui sont liberticides. Et donc, là, on se retrouve dans un système un petit peu extrémiste. Soit on laisse vraiment faire en disant, bon, allez, ils connaissent ces choses, ils ont l'air de... Soit on se met dans la révolution. Et ça, dans les deux, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, je dirais. De laisser faire n'est pas une bonne chose, c'est qu'il faut réfléchir et on a notre libre arbitre, on a le droit et puis de l'autre côté, de s'opposer systématiquement n'est pas forcément non plus une bonne chose et il faut arriver à trouver l'extrême. Et donc, la révolution de l'amour est une troisième voie. Une voie qui s'oppose à rien, et qui n'est pas une voie, c'est une révolution, mais c'est pas une révolution, c'est une révolution pacifique, qui ne veut pas mettre à mal tel ou tel système, etc. Parce que le principe est que si on peut monter un autre système à la place de celui qui existe, avec de nouvelles visions, de nouveaux principes, de nouveaux objectifs, plutôt que se dire toujours développer plus, augmenter notre économie, augmenter notre pouvoir d'achat, augmenter tout ce qui va détruire la planète. Donc, et si on mettait d'autres paradigmes à la place. Et donc, et ça, ce n'est pas une opposition, c'est que de créer quelque chose à côté, fait dans la compassion, fait dans l'amour, fait dans la tolérance. Et ce nouveau système, s'il est viable, s'il est utile, à ce moment-là, va se développer de lui-même sans avoir besoin de forcer. Et à ce moment-là, obligatoirement, l'ancien va disparaître au fur et à mesure parce que le nouveau va prendre sa place, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans la révolution. Et là, les forces que l'on a aujourd'hui, c'est que justement, on a une puissance de l'esprit qui est importante avec la montée du niveau vibratoire de la Terre, l'amour est la force la plus importante aussi qu'il puisse y avoir. L'amour n'a pas d'opposé. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine. La haine, c'est l'opposé de la compassion. L'amour, c'est vraiment l'énergie la plus importante qu'il puisse y avoir sur cette terre et dans cet univers. Et puis, un autre élément qui est très, très important, c'est que on a
alors je vais encore manger son nom à cet homme, c'est Hirashimi ou Isharimi, non, je ne sais plus. C'est un Indien qui a montré qu'en fait, pour changer la mentalité d'une population, nous n'avons pas besoin que la majorité de cette population change. On s'est aperçu que s'il y avait 1%, certaines personnes, certaines autres sources parlent même de la racine carrée de 1%. Donc je vous dis, ça en fait encore Mhm. moins. Et donc, si 1% de la population change ses paradigmes, et d'une manière bien consciente, on est capable de faire basculer l'ensemble de la population. Et il y a eu des expériences qui ont été faites comme ça au Moyen-Orient, en période de guerre, ça a été fait, je crois, aussi aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, où un petit groupe avait travaillé sur une ville et s'était aperçu qu'en envoyant de l'amour, en travaillant sur l'amour, on avait beaucoup moins d'accidents, d'agressivité, de gens qui pouvaient être dans le dans la perturbation de l'ordre public, etc. Et donc, ils sont aperçus vraiment qu'un petit groupe était capable de changer. Il y a eu des preuves là-dessus. Et, et C'est la donc, il y avait puissance de la pensée, d'ailleurs, Luc. C'est un des livres, d'ailleurs, tu as écrit quelque chose sur ce sujet. Hein. voilà, la puissance de la pensée est énorme. Merci, Alex, parce que je vois que tu me suis bien. Oui, oui, oui. Oui, Excuse-moi, oui. parce que tu sais, tu m'as lancé sur un sujet que j'adore. Alors, une Voilà. fois qu'il est lancé, il a du mal à s'arrêter, le pauvre garçon. Donc, et Mais je voulais juste rebondir, Luc, si tu permets, avec les... parce que c'est vrai que tu es passionné, tu pourrais en parler des heures. Je voulais rebondir effectivement quand tu parlais que le premier cerveau, c'est le cœur. Alors, je suis tout à fait d'accord parce que d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des millions de neurones dans le cœur. On en a au cerveau, dans les intestins, mais on en a aussi dans le cœur. Et il y a une étude également qui a été réalisée il n'y a pas longtemps donc par des scientifiques où ils parlent de photons, sujet que tu connais très bien, mieux que moi, où on s'était aperçu que quelqu'un en priant ou ayant des pensées d'amour dégageait, alors en plus c'est mesurable sur des appareils scientifiques, là on ne parle pas de Exactement. peut-être, ou qu'on dégageait un niveau de photons incroyable. Et on pourrait imaginer, comme tout est vibration, que tout communique, comme tu dis, à puissance de la pensée, que ces photons vont quelque part envelopper les autres êtres de son entourage, peut-être de la planète, pour leur communiquer cet amour inconditionnel. Euh, mais à ce moment-là, voilà, l'amour aussi, il ne faut pas que ce soit, on dise, ah, il faut que j'ai de l'amour. On est d'accord, ça va au plus profond de soi et limite même, il y a des méthodes ou des entraînements pour sans doute. Eh oui, 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 tout à fait, parce que de toute façon, c'était Albert ou Alfred Pope qui était un Suisse et qui avait été le premier à mettre en évidence que l'être humain émettait des photons. Les cellules émettent des photons. Les photons, pour ceux qui nous écoutent, sont les petites particules de lumière, hein, tout simplement. Et comme c'était les êtres humains qui produisaient ces photons, il a biophotons. Et en fait, l'expérience que tu m'as indiquée, d'ailleurs, tu me l'as montré, je ne la connaissais pas, cette expérience-là, Alex. Et cette expérience nous montre ô combien que c'est en envoyant, en pensant à de l'amour, eh bien, on va envoyer encore davantage de photons par rapport, de biophotons par rapport à nous. Ça nous rapproche d'ailleurs d'une autre étude, parce que les photons, les biophotons, et les ondes scalaires sont des éléments qui sont extrêmement proches, qui sont d'ailleurs souvent liés. Et donc, le fait est que ce sont des ondes qui sont aussi très curatrices. Et donc, de montrer combien on ne peut irradier ces choses-là d'une manière scientifique est très très intéressante. Et les ondes scalaires, par exemple, on n'en a pas conscience, mais nous avons besoin des ondes scalaires qui nous viennent de tout l'environnement pour vivre. Les ondes scalaires marchent aussi avec les neutrinos, avec des éléments qui sont... Et si nous n'avons pas ces énergies qui nous nourrissent, eh bien nous mourrons.
ils ont fait l'expérience avec des lapins, par exemple, qu'ils ont mis dans des cages plombées. Et au bout de quelques semaines, les lapins décédaient parce qu'ils n'avaient plus cette nourriture énergétique alors qu'ils étaient nourris habituellement, etc. Donc le cœur, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est l'instrument de la guérison, c'est l'instrument qui va nous permettre de transmuter, de transformer. Et je dis souvent aux personnes, si vous voulez changer votre vie, il y en a qui me disent, oui, mais quel est le chemin de ma vie, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, etc. Je dis, je comprends bien, on se pose tous la question. Et si vous voulez commencer, eh bien, commencez par travailler sur l'amour, parce qu'il n'y a pas une seule mission de vie qui soit en dehors de l'amour. Et donc l'amour est extrêmement importante. Et donc si on la met au centre de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, on va changer, les choses vont changer énormément autour de nous et on verra que les problèmes vont disparaître comme la neige au soleil. Et puis, mais il y en a d'autres, ils me disent aussi, oui, mais Luc, t'es gentil, mais l'amour, comment qu'on fait? Parce que bon, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, bien sûr. Et comment que je peux faire? Et c'est vrai que c'est pas toujours très simple à générer cet amour. C'est un grand mot qui est facile à dire, qui est pas facile à faire. Alors, il y a des petits trucs déjà que je donnerais pour aider les personnes dans ce sens-là. C'est de commencer simple. Commencer simple, qu'est-ce qui se rapproche de l'amour? Qu'est-ce qui se rapproche de l'amour? C'est déjà l'intégrité, l'équité, le partage, la compassion. Donc tous ces sentiments qui ne sont pas encore l'amour, mais qui nous sont déjà et qui sont déjà sur le chemin. Et si vraiment nous poursuivons un petit peu ces pensées-là, ça va aller très vite au niveau, on va vite glisser dans l'amour. Et puis un deuxième point qui est aussi, à mon sens, intéressant, c'est que l'amour, on a tous connu l'amour à des moments puissants dans notre vie, des moments très puissants, que ce soit les élans amoureux de nos enfants, etc. Eh bien, à ce moment-là, rebranchez-vous sur ces moments-là et ressentez ce qui s'était passé à ce moment-là, quand vous avez vraiment Revivre ces moments. voilà, et revivre cet moment. Et là, vous connaissez la méthodologie un petit peu par rapport à ça. Je me rappelle comme ça, il y avait un truc qui m'était arrivé, c'était quand mon deuxième fils est né. Je me rappelle, je me suis retrouvé à un moment tout seul près de son berceau. Et puis, je lui dis à cet enfant qui venait de naître, je lui dis, bah, écoute, je suis embêté parce qu'en fait, je ne sais pas si je vais être capable de t'aimer. Parce que j'ai tellement donné d'amour à ton frère et que j'aime tellement ton frère que je sais pas si je vais avoir encore assez d'amour pour t'en donner à toi. Et, euh, et donc, c'était une question que je me posais, qui était très masculine d'ailleurs. Les femmes se posent beaucoup moins cette question-là. Mais le fait est que je me suis aperçu qu'après, c'est que l'amour, il n'y a pas de limite. Je veux dire, on peut aimer très bien l'un et on peut aimer l'autre. Et on ne va pas piquer à l'un pour en mettre à l'autre, etc. C'est un puits sans fond et c'est absolument merveilleux pour ça, l'amour. Et souvent, les personnes disent oui, mais j'aimerais bien qu'on m'aime, qu'on fasse attention à moi. Moi, je voyais ça même avec les personnes qui étaient dépressives, parce qu'elles étaient là en train d'attendre toujours que les autres viennent. Et je leur disais, et si vous inversiez le processus? Si au lieu d'attendre que les autres vous donnent de l'amour, et si vous étiez en train d'en donner? Parce qu'en fin de compte, c'est quand on donne qu'on reçoit. Et ce n'est pas en attendant de recevoir également. Et Alors c'est justement, je important voulais parce que rebondir, Luc, par rapport à ce que tu dis, parce que si je ne m'abuse, toi qui es un grand spécialiste des soins énergétiques également, si je ne m'abuse, tu vas me dire si j'ai des bêtises, dans la pratique des soins énergétiques, l'amour est une priorité, on est d'accord. C'est-à-dire que quand on pratique les soins énergétiques, s'il n'y a pas d'amour, ça ne peut pas marcher. exactement. C'est même Exactement. un des fondements, on va dire. Tu as tout à fait raison de le dire et d'insister là-dessus, Alex, parce que c'est d'ailleurs la première chose que je dis aux personnes qui viennent suivre les stages. Je leur dis, si un jour, vous n'avez pas envie de bosser, vous n'avez pas envie de faire le soin, vous n'avez pas envie de soigner telle ou telle personne, etc., ne le faites pas.
Ne le faites surtout pas parce que ça va être plutôt quelque chose de dramatique, soit pour la personne, soit pour vous. Restez couché ce jour-là. Et ça, faut être très honnête là-dessus. Hein. C'est que les soins, d'une manière générale, il n'y a pas que les soins énergétiques, les soins d'une manière générale, on doit toujours être dans un cheminement d'amour, d'avoir envie de les faire, d'avoir envie de soulager, d'avoir envie d'aider son prochain. On va pas avoir envie de les guérir, parce que bien sûr, on a envie de les guérir, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guérison ne vient pas de nous. Nous, on est là pour, en tant que thérapeute ou médecin, pour aider le patient sur son chemin de guérison. C'est le patient qui va guérir. Mais l'amour est déjà l'élément clé. Et souvent, je dis aux personnes, quand on peut parler de magnétisme, on peut parler, moi je ne fais pas de magnétisme, enfin je fais du magnétisme, bien sûr, mais ce n'est pas comme ça que je l'appelle, moi j'appelle ça des soins énergétiques, la transmission de l'énergie, mais on peut transmettre les énergies environnementales, mais en transmettant des énergies d'amour, sont des énergies extrêmement curatrices, plus que simplement de recevoir et de transmettre, c'est en plus des énergies qui sont très puissantes. Pour moi, allez, 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 je vais le dire, hein, je vais le dire, je vais le dire. C'est parce que tu as insisté. Tu as insisté, Alex. Pour moi, Dieu n'est pas amour. Dieu n'est pas amour, Dieu est encore bien plus que ça. Dieu est vacuité. Vacuité, ça veut dire que c'est le rien et c'est le tout. Donc c'est le vide et c'est le plein. Donc c'est vraiment, lui, Dieu, il nous accueille sans attente et sans jugement. Sans attente et sans jugement. Il nous prend tel que l'on est. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Sans attente, on peut, quel que soit ce qu'on a fait, ce qu'on a pu dire, réaliser, etc., il est là pour nous accueillir et il n'est pas dans le jugement, contrairement à ce qui est présenté. Mais il a créé cet univers et pour nourrir cet univers, il envoie de l'énergie pour animer cet univers. Parce que si on n'avait pas l'énergie divine pour animer sa création, ça ne durerait pas, ça s'éteindrait tout de suite. Et là, pour ça, il envoie l'énergie d'amour. L'énergie d'amour. L'énergie d'amour dans un monde qui est un monde de dualité. Le yin et le yang, etc. Et donc, nous avons le choix, en tant qu'individus, entre soit rester dans la lumière, soit faire le choix de rester dans la lumière, dans l'amour, dans le divin, soit de se dire, allez, moi je prends mon indépendance, un peu comme font les ados, et disent, allez, les vieux, on en a ras-le-bol, et donc moi je veux vivre ma vie et je vais moi prendre ma décision moi-même. Ok, donc là c'est ça ce qu'on est venu prendre sur cette terre. Est-ce qu'on veut rester dans la lumière ou est-ce qu'on veut essayer de vivre notre vie par nous-mêmes? Il n'y a pas de jugement, Dieu ne juge toujours pas, il ne va pas avoir de punition. Par contre, nous sommes libres de nos choix. Nous sommes totalement libres de nos choix. La seule chose, c'est qu'on est responsable des conséquences de notre choix. C'est évident que si, selon ce qu'on va choisir, l'ombre ou la lumière, ça va avoir des conséquences. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous faut aussi expérimenter l'ombre pour apprécier la lumière. Parce que si on était toujours dans la lumière, on se dirait oui, c'est génial, etc. Mais il faut avoir expérimenté l'autre côté pour mieux apprécier la lumière. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où justement, on nous montre beaucoup l'ombre, la souffrance, la maladie, la peur, la distanciation, on nous montre comment nous monter les uns contre les autres, etc. Donc on nous montre le côté sombre, on peut tomber dedans. C'est pas je dirais qu'il faut pas, là encore,
faut pas juger, il faut l'expérimenter, il faut l'apprendre. C'est peut-être quelque chose qu'on a à vivre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a à vivre pour enfin changer. Et enfin changer, de se dire, OK, non, c'est pas ça ce que je veux, c'est pas ça ce que je comprends, ça me rend pas heureux de me retrouver en train de faire les bis-bis avec mes voisins parce que ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même couleur de peau, etc. Ça me rend pas heureux d'être en bis-bis avec mon mari ou avec ma femme parce que c'est un homme ou c'est une femme, etc. Ça me rend pas heureux d'être en bis-bis avec les ados parce qu'ils ont les machins. Donc, ce que je veux, moi, c'est justement plutôt autre chose. Et c'est là ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, en train de se dire, OK, moi, je veux un monde d'amour où on acceptera les différences, on sera dans la tolérance par rapport à l'autre et surtout, nous serons dans le non-jugement. Et ça, je pense que c'est une des plus terribles choses qu'on peut avoir dans notre société, c'est le jugement. Tout est jugé, tout est jugé, on juge tout, c'est bien, c'est mal, etc. Mais Je suis d'accord, oui, parce que on prend complètement. le feu. Ah bah oui, si le feu il prend dans ma maison, c'est pas bien. Ça, on est bien d'accord. Mais quand je suis auprès du feu l'hiver et qu'il fait froid, c'est bien, ça fait du bien. Donc rien n'est bien, rien n'est mal. Tout dépend un petit peu de la. Donc la révolution de l'amour nous apporte une vision de tolérance. Nous rentrons dans l'énergie divine, d'ailleurs, qui nourrit cet univers. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on envoie de l'amour aux autres, tu as parlé tout à l'heure des photons qui irradient autour de nous, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand les autres reçoivent cette énergie d'amour, ça va contribuer à monter leur niveau vibratoire. Or, en montant notre niveau vibratoire et en montant le niveau vibratoire de les autres, on change notre vision des choses, on change notre paradigme. Vision, quand on a des énergies basses, on est dans l'insatisfaction, dans la jalousie, dans l'agressivité, etc. On monte nos vibrations, et là, d'un seul coup, on est dans les vibrations de la compassion, du partage, de l'équité, etc. Donc, en envoyant de l'énergie d'amour aux autres, on va aider à les monter au niveau de leur pensée vibratoire. Et regardez bien, si en plus on envoie ces énergies d'amour à nos gouvernants, au sens large, hein, que ce soit financier, économique, politique, etc., militaire, que sais-je, eh bien là aussi, on va contribuer à monter leur niveau vibratoire. Et donc, en contribuant à leur niveau vibratoire, ça va les aider à prendre les meilleures décisions possibles pour tout le monde. Point barre. Sans jugement, sans choses comme ça. On les aide. On n'est pas en train de les juger, on n'est pas en train de les dévaloriser, on est en train d'essayer de les aider. Voilà. C'est toutes les bases de la révolution de l'amour. Alors, Voilà, tu sais tout si je maintenant. pouvais rajouter quelque chose, Luc, parce que c'est très intéressant, c'est génial, et puis moi, c'est bien, je suis partisan. L'amour, d'ailleurs, mon père, quand j'avais 6-7 ans, je lui ai demandé, mais papa, quel est, en fin de compte, le but de la vie? Et déjà, il m'avait dit, bah, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Alors, tu disais euh, Oh, l'importance de ces chapeau. vibrations, de faire monter le taux vibratoire, mais je rajouterais que sur les aliments aussi, ça fonctionne. Enfin, notamment Masura Emoto, que je maîtrise assez bien, il a fait des expériences que tu sais bien aussi, Luc, sur l'eau, sur la cristallisation de l'eau. Et avec des pensées d'amour, il se forme des polygones complètement géométriques, alors qu'avec des pensées de haine, par exemple, il va y avoir des déformations et une forme chaotique. Et puis, je pense, ça me renvoie aussi à quelque chose quand on est croyant, alors si vous n'êtes pas croyant, c'est pas très grave. Et puis on peut croire aussi en Dieu ou en une divinité sans lui donner un nom. Mais c'est vrai que dans le christianisme, on dit qu'il faut prier avant de savourer, s'aimer et de boire. Et je pense aussi, ça c'est pas expliqué dans la Bible, mais je pense qu'il y a aussi une relation de, comme tu dis, de lever le niveau vibratoire ben, de son vin, parce qu'on parle du vin, hein, et de ses aliments. Et on sait que tout est vibration, donc quelque part, on bénit par la pensée, par le cœur, parce que c'est surtout le sujet, ce que l'on va apprécier. Voilà. Donc, ça marche aussi sur l'eau, faudrait peut-être faire l'expérience hein, avant de boire son verre d'eau ou son verre de vin. Masure Emoto, monsieur Emoto, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois. Donc
C'était très émouvant d'ailleurs, mais bon, passons. Donc c'est quelque chose, ça m'émeut rien que d'y penser parce qu'on avait. Euh, c'était un monsieur, c'était un japonais, comme beaucoup l'asiatique, il parlait peu, surtout avec les étrangers, mais ce qu'il disait était toujours extrêmement pertinent et percutant. Et, et monsieur Emoto, d'ailleurs, il disait toujours en plaisantant, vous voyez les images de cristallisation, c'est pas moi qui les ai faites, hein. Il fait beaucoup trop froid, hein. Moi, j'envoyais toujours mes étudiants faire les photos. Il était plein d'humour, cet homme, et j'avais beaucoup aimé et apprécié cet homme. Il faisait des choses, mais il montrait comment notre pensée pouvait structurer déjà l'eau. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes faits de, allez, 90% d'eau quand on est gamin, nourrisson, 60% quand on est très âgé, mais 60% c'est déjà énorme. Ça veut dire que les pensées qu'on reçoit des autres, et nos pensées proprement dites, vont déjà structurer notre eau d'une manière positive ou négative, selon la nature de ces pensées. Et c'est vraiment très important. On a fait des expériences aussi de la pensée sur les plantes, avec les thermoluminescences, etc., qui changeaient en fonction de la capacité de la nature de la pensée. On a vu ça avec les magnétiseurs qui transmettaient de l'énergie, et selon l'énergie, etc., ça changeait aussi cette thermoluminescence des plantes. Donc nous sommes tous des belles plantes, hein, donc il faut bien comprendre que ce qui est capable d'agir sur l'eau, sur les plantes, est capable d'agir sur les animaux, également sur les êtres humains. On sait très bien que la pensée, il y avait une étude qui avait été faite, et j'adorais le titre, c'est Le bonheur est contagieux. Voilà, donc il paraît que le Covid aussi, mais moi je vous conseille plutôt de prendre le bonheur, il est quand même plus sympathique. Et il y avait une étude qui avait été faite sur 4000 personnes suivies pendant quand même 10 ans. Et on s'était aperçu que les personnes qui étaient heureuses, eh bien, ça se transmettait dans leur environnement, proche ou lointain, à plusieurs kilomètres d'ailleurs, etc. Et donc, cette expérience a porté sur le bonheur, mais c'est évident que si on avait fait la même expérience sur le malheur, on aurait certainement trouvé des résultats similaires, parce que, quel que soit, selon la nature de notre pensée, on va la transmettre aux autres. Mais c'est pour ça que c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec Masuru et Moto aussi, c'est que selon la nature de la pensée, les résultats étaient différents. Des pensées d'amour, des pensées de justice, d'équité, etc., donnaient des images absolument magnifiques. Et quand on regardait des images de haine, des pensées négatives, voire même de la musique, il a travaillé aussi sur des musiques très délétères, que je ne nommerai pas, qui sont très à la mode actuellement, eh bien, il donnait des eaux très déstructurées, et ces eaux très déstructurées intéressaient aussi sur les personnes. Et donc, on s'est aperçu que non seulement la pensée agissait sur l'eau, sur les animaux, sur la matière, etc., mais aussi selon la manière de cette pensée, la nature de cette pensée, ça va. On a même vu qu'on avait fait des expériences sur notre ADN personnel. C'est qu'une pensée d'amour positive va provoquer, vous savez que les ADN sont des doubles hélices, eh bien, ça provoque une dilatation de cette double hélice. Et alors que des pensées de haine, de rancœur, etc., vont provoquer exactement le mouvement inverse. Sur notre ADN, notre Et oui. ADN. Donc c'est pour ça, c'est important de bien comprendre que, moi je dis toujours, on a des preuves, et j'ai écrit des bouquins là-dessus, que notre pensée agit sur notre corps. Bon, le placebo en est un petit exemple, il y en a beaucoup d'autres, et ça agit sur les autres, ça agit sur la nature environnante, et puis après ça agit aussi même sur notre vie. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à notre pensée, parce que cette pensée, selon ce qu'on va lui mettre, va avoir déjà des répercussions sur nous. Parce que je dis souvent aux personnes, si vous ne pensez pas du bien de vous, qui est-ce qui va en penser du bien? Ça va avoir des pensées sur l'environnement, et ça va avoir des pensées également sur les autres, sur les autres. Et donc, c'est pour ça que si on veut créer
tout ça, ce sont des preuves qui nous montrent que si on change nos pensées, on est tout simplement capable déjà de changer notre vie. Ça va déjà nous faire un grand bien. Si on est dans l'amour, ça va être les premiers qui vont en bénéficier, c'est nous-mêmes. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et puis en plus, si on l'envoie aux autres, ça peut changer notre monde. Et aujourd'hui, c'est urgent que nous changions tous dans notre petit coin. Je dis bien petit coin parce qu'on a tout, on n'est pas, il n'y a pas de grands et des petits, mais on peut tous changer dans notre petit coin. C'est notre manière de penser. Et si bien que ces petits coins, ces petites pierres, ces petits édifices vont être capables de changer un petit peu comme ce que je vous disais, si on est un minimum de pensée, de personnes à travailler là-dessus, on est capable de changer complètement notre situation et l'avenir de l'humanité, ce qui est encore plus important, parce que moi, je veux dire, j'ai les cheveux blancs, etc., quelque part, je suis has-been, mais ce qui est important, c'est, moi, ce que je pense surtout, c'est à mes enfants et puis à mes petits-enfants, c'est eux qui sont importants. Qu'est-ce qu'on veut leur laisser dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut leur donner? Et on a une grosse responsabilité et on n'en prend pas assez garde. Et c'est nous qui pouvons changer les choses aujourd'hui. On a ce pouvoir. Reprenons le power. Bah, écoute, merci infiniment, Luc, en tous les cas, pour toutes ces explications. Je crois que tu as pas mal partagé et tu as donné beaucoup de clés et tu as exprimé enfin, comment ta vision des choses. De toute façon, l'amour, il est évident que c'est la plus belle des armes et c'est la puissance extrême. Excuse-moi, Alex. Je vais reprendre ce que tu viens de dire. C'est le plus beau des outils. C'est le plus beau des Ce n'est outils. pas une arme. Ce n'est Oui, pas une arme. c'est une arme gentille, on va dire. Hein, c'est une arme. Allez, allez. Est-ce que tu pourrais Oui, montrer c'est ton important. livre, justement? Ah, mon livre. Mon livre, c'est le livre qui est sorti il y a quelques mois et qui devait sortir c'est La Révolution de l'amour, qui est sorti chez Très Daniel, après le premier confinement, alors qu'il devait sortir avant. Et là, il montre la méthodologie très simple, hein, très facile, pour que chacun puisse y participer, parce que et chacun fera comme il veut. Ce qu'il fera sera toujours bien. On peut y mettre quelques minutes par jour quand vous êtes dans le métro, dans le bus. On peut toujours prendre quelques minutes pour le faire. Il y en a d'autres qui vont peut-être prendre 1 heure par jour ou 1 heure par-ci, par-là. Ça n'a aucune importance. Mais plus on sera à le faire et plus ça va être important. Donc ça montre pourquoi, donc beaucoup plus en détail que ce que j'ai pu expliquer là ce soir, et puis pourquoi ça marche, et puis comment on peut vraiment faire pour que ça marche. Et il y a aussi un petit CD qui accompagne, qui, qui vous aide pour justement participer à cette révolution de l'amour. Et cette révolution de l'amour, il faut bien comprendre qu'on la fait tous, chacun chez soi. On n'a pas besoin de réunions, d'associations, de choses comme ça. C'est un travail individuel. Et c'est pour ça que vous y mettez le cœur, vous y mettez le temps, vous y mettez la durée, vous y mettez l'intensité que vous jugez utile par rapport à ce que vous voulez voir dans le futur, pour vous et pour vos enfants et vos petits-enfants. Eh bien, écoute, Luc, je te remercie beaucoup pour ce très beau partage, pour le temps que tu m'as consacré et consacré aux téléspectateurs. Écoute, tu sais bien, Alex, que c'est quelque chose qui pour moi, est un élément essentiel dans notre période actuelle. Et voilà. Et donc, si je suis pas, je pense qu'il y en a d'autres qui prêchent un petit peu les mêmes choses que moi, chacun à sa manière. Il n'y a pas d'exclusivité en la matière. Et plus on sera nombreux à pouvoir voir ce monde d'une manière pacifique et surtout de pouvoir l'atteindre d'une manière, là encore, pacifique et sans heurts et sans douleur et sans haine ou sans révolte, je pense qu'on aura fait un grand chemin
et notre humanité aura gagné d'arriver dans ce qu'on appelle la cinquième dimension. Bon. Je ne les ai pas comptées, les dimensions, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire si c'est la cinquième ou la sixième ou la septième, mais enfin bon, bref, on arrivera dans un autre niveau de conscience, ça c'est sûr. Bon, bah, écoute, merci en tous les cas, Luc. Tu auras sans doute l'occasion de revenir pour aborder d'autres thèmes. Sur ce, on va vous laisser et on vous dit à bientôt. Au revoir, Luc. Merci. Merci Alex. Merci de m'avoir permis ça.